Bon, pour faire court, chacun sait que dans les 3-4 prochaines décennies, le pétrole va se faire de plus en plus rare, donc de plus en plus cher, et que les températures vont s'élever de 2-3 degrés. Voilà, ça c'est dit. Dans les régions de montagne, ces prévisions peuvent être vécues comme des promesses de catastrophe ou comme une chance. Tout dépendra de la manière dont on fera face à ces changements. Démonstration. Une grande ville, Grenoble. Une vallée, le Grésivaudan, avec sa rivière, l'Isère. Une chaîne de montagnes avec ses balcons hérités des anciens glaciers, ses alpages et ses hauts sommets. À mi-chemin entre la ville et les sommets, un village de moyenne montagne, Revel. Cet ensemble forme une portion de territoire comme il en existe dans toutes les zones montagneuses. Il sera notre terrain d'observation et d'expérimentation. Beldon. Même si cette montagne semble ne pas avoir bougé depuis la nuit des temps, elle a pourtant changé de visage de nombreuses fois sous l'influence de l'activité des hommes qui l'ont occupée. Au XVIIIe siècle, on y pratique l'agropastoralisme, un mélange d'agriculture et d'élevage. La montagne est donc le lieu de travail d'une communauté paysanne qui l'exploite presque entièrement jusqu'à la limite des sommets. Dans les villages, les maisons sont serrées les unes contre les autres pour ne pas gaspiller les bons terrains cultivables. Au XIXe siècle, Aristide Bergès a l'idée lumineuse d'utiliser l'eau et les pentes de la montagne pour faire tourner des machines dans les usines qu'il installe dans les vallées. La montagne entre dans l'ère industrielle. Au XXe siècle, grâce aux chemins de fer puis aux automobiles, une grande révolution transforme à nouveau la montagne. L'avènement du tourisme et des loisirs de masse. Villégiature, thermalisme, randonnée, ski, sport d'air et de glisse attirent des milliers de citadins venus s'aérer et sillonner ses flancs été comme hiver. Et plus les visiteurs occasionnels affluent, plus les habitants historiques abandonnent peu à peu leurs exploitations. L'agriculture continue donc de régresser et de grands pans de montagne se laissent gagner par la forêt ou les équipements de loisirs. Autrefois jalousement préservées, les bonnes terres agricoles accueillent les premières maisons d'habitation. Côté énergie, avec les milliers de voitures qui arpentent sans relâche les routes sinueuses et les milliers d'équipements et de constructions nouvelles qu'il a fallu ériger pour accueillir tous les visiteurs, le roi pétrole produit des scores vertigineux. Au début du XXIe siècle, autant dire aujourd'hui, la montagne joue plus que jamais son rôle de grand terrain de loisirs. Et les terres cultivables continuent à se laisser coloniser par des citadins avides de calme et de nature. La montagne multiplie les espaces privés résidentiels. C'est parfois pénible de supporter ces hordes de touristes qui viennent nous envahir le week-end en abandonnant leurs papiers gras. Ces citadins n'ont au fond aucun respect pour la nature qu'ils prétendent apprécier. Ouais, peut-être. Mais si le citadin tousse dans les fumées de la ville, c'est aussi grâce aux émanations des 4x4 des bobos perchés qui descendent y travailler tous les jours. Et oui, ici, les déplacements pendulaires de ces nouveaux résidents travailleurs représentent 80% des émissions de gaz à effet de serre, contre 20% seulement pour les promeneurs du week-end. Donc, récapitulons. Ici, en moins d'un siècle, pour un nombre d'habitants à peu près équivalent, l'occupation des sols a été multipliée par 10. Idem pour l'énergie dépensée dans les maisons. Et pour les déplacements, ce qu'on parcourait à pied ou à cheval en 1850 est aussi multiplié par 10, mais dans des voitures à essence de 90 chevaux, autant dire 900 fois plus. Et bien sûr, tout cela n'a été possible que parce que le pétrole semblait pouvoir couler en abondance jusqu'à la fin des temps. Or, c'est précisément ce qui est remis en cause aujourd'hui. Alors, que faire? Reculer de 2 siècles? Réhabiliter le cheval et la bougie? L'examen chiffré de cette portion de territoire nous a montré que les grandes mutations technologiques ont toujours été accompagnées de grandes mutations sociales, de changements progressifs mais radicaux dans les modes de vie. Il est par conséquent évident que la recherche de solutions techniques aux nouvelles problématiques environnementales devra forcément s'accompagner d'une réflexion sur la capacité des hommes à les mettre en œuvre et surtout à se les approprier collectivement,
du haut en bas de l'échelle. On est aujourd'hui confronté à un véritable paradoxe. Les progrès de la science n'ont jamais été aussi rapides. Et pourtant, en même temps, on se rend compte que les habitudes, elles, ont vraiment la vie dure, et en particulier en montagne. Il est aujourd'hui pour nous absolument essentiel de remettre l'homme au cœur de ces projets, de mobiliser des urbanistes, des sociologues, des anthropologues et pourquoi pas peut-être des psychologues aussi, pour être au plus près possible finalement des besoins des habitants et construire avec eux les projets de demain. Partant du principe qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on vit est lié à l'énergie carbonée, nous avons cherché à identifier et à quantifier les activités, les comportements, les populations et les installations les plus énergivores et les plus polluantes. Alors le bilan carbone qu'on a utilisé, c'est pas forcément un bilan carbone académique très long et très compliqué, c'est un outil qui permet de donner les grandes tendances, mais en prenant quand même des chiffres qui sont finalement tout à fait fiables pour justement dégager ces tendances principales. Mode d'emploi. À l'échelle de notre village, nous décidons de recenser 1. Les différents types d'habitations, plus ou moins énergivores, fermes vernaculaires, maisons d'après-guerre, villas des années 70-80, maisons contemporaines ou BBC. 2. Les types d'habitants, avec leur mode de vie et leurs activités, jusqu'à leurs habitudes alimentaires. Et enfin, les cycles de déplacement des uns et des autres. En croisant ces statistiques, on obtient des résultats qui permettent d'identifier les lieux et les activités les plus énergivores et du coup d'ouvrir le champ de la réflexion pour les corriger avant de les améliorer. Voilà, alors l'intérêt de se donner des outils comme ça un peu qui donnent des grandes tendances et qui quantifient les choses, c'est qu'on se crée une culture partagée, on peut impliquer tous les partenaires dans la décision. Sachant que voilà, ça devient un outil, on voit bien que si on appuie d'un côté, ça augmente de l'autre, que sur un autre côté, ça va faire baisser des activités. Et donc du coup, on voit qu'on n'a pas la solution parfaite, mais qu'on est dans un espèce de compromis, et tout le monde a son mot à dire sur le meilleur arbitrage de ces compromis. La question est donc, quelle montagne voulons-nous léguer à nos enfants? Une montagne privée, réservée à quelques heureux propriétaires, comme sur certaines portions de littoral? Une montagne sanctuaire, à l'accès très réglementé? Ou une montagne rêvée, capable de donner ce qu'elle a durablement à ceux qui sauront inventer les nouvelles façons de l'aborder? 3 scénarios ont été envisagés. 1. Le scénario de la continuité. On ne refait pas le monde, on prolonge simplement les schémas de développement du poste de la commune, en veillant toutefois à améliorer les performances énergétiques des constructions. Finalement, c'est le scénario de l'individualisme. On pourrait l'appeler aussi « après moi le déluge ». Les tendances s'aggravent, on continue à consommer sans réfléchir les derniers lopins de terre qu'on emprunte encore, là une fois encore, aux générations futures. Insidieusement, on crée un faux village, on crée même une sorte de banlieue résidentielle à la montagne, une sorte de fausse ville qui n'est ni la ville ni le village. On a perdu la mixité relationnelle, la mixité sociale, la mixité fonctionnelle, il n'y a plus d'activité. Une grande banlieue pour quelques privilégiés dans la montagne. Non, je crois que c'est véritablement le mauvais scénario. 2. Le scénario du repli. On privilégie systématiquement le recours aux ressources locales. On recherche une forme d'autonomie avec des circuits très courts pour construire, se chauffer, s'alimenter, se déplacer, se distraire sur place. Eh ben, on est quelques-uns dans un lieu privilégié de montagne, avec son soleil, son altitude, et qu'on ne tient pas à ce qu'il y ait trop de monde. Donc, qui a pour conséquence de limiter la venue des autres en termes d'urbanisme, en termes de construction nouvelle ou en termes d'équipements nouveaux, mais également en termes d'accueil de gens qui sont susceptibles de profiter de la montagne, ceux de la ville, ceux de la vallée en bas, pour se ressourcer, mais on est bien entre soi. C'est une illusion de vivre seul, de vivre isolé, alors que toute la société, jamais de tous les temps, les hommes n'ont vécu seuls. Ils sont toujours dans l'échange, autrefois, aujourd'hui et demain. Et 3. Le scénario de l'ouverture. On envisage toutes les initiatives permettant d'organiser des rencontres, des échanges entre plaine et sommet, entre riverains et visiteurs, retraités et travailleurs, en mutualisant équipements
et services. Finalement, il y a beaucoup de place là-haut. On pourrait peut-être imaginer un prolongement de la ville, une extension sur les hauteurs. On pourrait quand même imaginer une nouvelle technologie qui permette aux gens qui descendent de produire de l'énergie pour remonter. La forêt a progressivement envahi nos pentes. Est-ce qu'elle ne pourrait pas servir de ressource pour bâtir nos projets? Pour les équipements publics, par exemple la mairie, la bibliothèque, la salle pour les associations, de mettre tout le monde sous le même toit, et comme ça on économise du foncier. Sur les versants bien exposés, des jardins pour nourrir les villes. On arrive à retrouver une organisation qui fasse cité dans ces territoires. Il faut réfléchir en fait à une économie industrielle, commerciale, de loisirs, à réfléchir, et je crois que la montagne est encore un territoire d'invention pour ça. Il est bien sûr impossible d'imaginer aujourd'hui ce que seront les besoins et même les envies des sociétés post-carbone. D'autant que les 30 ans qui viennent seront sans doute riches en surprises et en rebondissements. Nous disposons aujourd'hui de notre mémoire et de nos bilans pour dégager des priorités et ouvrir des voies nouvelles. Alors, courage, rêvons.